Nous en étions restés au chapitre 75 concernant le département de l'équipement et de l'environnement, et je crois que le docteur Ritt voulait faire une intervention, et donc sans plus tarder, je vais lui passer la parole. Docteur, je vous en prie. Vous êtes mis dans le siège du vice-président. Je vous en prie, monsieur Ritt. Merci, monsieur le président. Il s'agit d'une intervention au sujet du CHPG 2. Pour qui a vécu la saga du projet de construction de l'hôpital neuf depuis l'instant zéro, que dis-je, avant même les prémices, il est aisé de trouver une indiscutable légitimité aux interrogations du rapporteur de cette loi de budget quant au coût global du futur hôpital. Mais d'autres questions restent encore pour moi à ce jour sans réponse, même si je suis un défendeur acharné de cet indispensable projet. Revenons à l'année 2003, ces élections nationales et l'émouvante union sacrée sur la priorité absolue du projet de nouvel hôpital. Très vite, le choix cornélien entre les 5 scénarios proposés, 5 scénarios, un vrai festival du 7e art, et c'est le 5 qui l'emporte dans l'enthousiasme général à Monaco. On se retient presque d'être malade afin de se réserver pour bénéficier d'un séjour dans la future merveille. Puis vient la désillusion brutale pour ceux qui avaient peut-être eu la naïveté de ne jamais douter. On parvient à vous faire honte d'avoir rêvé d'une structure aussi ostentatoire, aussi luxueuse, aussi coûteuse surtout. J'évoque là, bien sûr, la conférence de presse du gouvernement au cours de laquelle est annoncé le gel du projet Vasconi. Ce dernier est alors estimé à 705 millions d'euros par le gouvernement, borne haute a priori, car le groupe d'architectes évoque dans la presse un coût global à prévoir d'environ 520 millions d'euros, que l'on peut donc considérer comme une borne basse. L'objectif annoncé par le gouvernement est alors d'obtenir une économie de 200 millions d'euros sur le coût global, soit, selon ses propres estimations, 500 millions d'euros pour un hôpital fini. La suite, monsieur le ministre, vous la connaissez mieux que moi. En janvier 2015, le coût global du NCHPG 2, le projet actuel, estimé par votre gouvernement, s'élève à 683,5 millions d'euros. L'hôpital Vasconi devait être terminé en 2018. Le projet actuel le sera au plus tôt en 2026. 8 années de retard qui représentent 80 millions d'euros, 8 fois les 10 millions d'euros annuels de maintien à niveau du CHPG actuel, soit un coût final de 763,5 millions d'euros, auquel il faudra ajouter, comme le rappelle notre rapporteur, les 25 millions d'euros de l'abandon du premier projet. Mais il est vrai qu'une partie de cette somme correspond à des frais d'études qui ont certainement servi au projet actuel, donc nous n'en tiendrons pas compte. Si l'on tient compte de 6,6% d'inflation entre 2010 et 2015, la réactualisation des coûts du projet Vasconi correspondrait à une somme de 751,5 millions d'euros, soit déjà 12 millions d'euros de moins que l'actuel projet, et votre gouvernement évoquait à l'époque un hôpital à 500 millions d'euros, donc à 533 millions. Puis-je continuer, Monsieur le Président ? Je vous en prie, Monsieur Ritt. Donc à 533 millions d'euros convertis en euros 2015. La différence entre le souhait chimérique du gouvernement et la réalité s'élève bien, donc, à 230,5 millions d'euros. Une somme dont l'importance me fera pardonner les éventuelles approximations inhérentes aux quelques exercices arithmétiques précédents. Au début de mon intervention, j'ai évoqué des questions qui restaient encore pour moi et à ce jour sans réponse. L'argument principal de l'abandon du projet Vasconi, celui du coût excessif qui disparaît et même s'inverse à la lumière de ces chiffres, représente une de ces questions. Merci. Merci, Monsieur le conseiller Valéry. Merci pour cet historique, Monsieur Ritt. J'ai effectivement, mais c'était de l'autre côté, vécu le début de votre histoire, puisque à l'époque, j'étais le président du Conseil national. Et
mais je crois qu'il faut reprendre les choses dans leur réalité. Quand on a effectivement, avec le ministre d'État, hérité de ce projet, donc de l'ancienne version du nouvel hôpital, si je puis dire, on va dire le projet Vasconi, pour simplifier, nous nous sommes interrogés, c'était d'ailleurs une demande du prince souverain, sur effectivement si c'était bien le meilleur projet pour l'avenir. Et ce que je peux vous dire, c'est que moi je crois qu'on va pas rentrer dans des échanges de chiffres parce que ça serait interminable et surtout personne ne va convaincre personne. Moi je vous dirais simplement que tout a été fait, je vais essayer de vous le démontrer en 1 minute 30, pour diminuer le coût sans diminuer la qualité de l'hôpital et de la prise en charge des malades. Nous avons hérité d'un projet avec plus de 500 chambres. Notre projet définitif, choisi par le souverain et approuvé par le Conseil national, est de 400 chambres environ. Donc rien qu'avec ce chiffre, en surface, on était à plus de 100 000 m², on est à 70 000 de mémoire. Hein, donc il est évident que quand vous faites un quart de chambre en moins et un quart de surface en moins, vous dépensez moins. Surtout quand vous savez en plus que le projet Vasconi avait privilégié l'esthétique, avec notamment uniquement des chambres vue mer et des ailes extrêmement longues, des coûts de construction considérables, parce que c'est très difficile d'arriver à faire, on m'avait expliqué la technique du bâtiment à l'époque, des ailes sur la mer extrêmement longues, alors qu'aujourd'hui on a un hôpital avec une majorité de chambres vue mer, mais qui est construit de manière beaucoup plus économique. Moi j'avais fait un jour un tableau où, si on prend 684 millions en 2014, en appliquant l'indice du coût de la construction moyen estimé à 2,8%, c'est très discutable, hein, on est à 1 milliard en 2030 sans dépassement de budget, parce qu'on a toujours le chiffre de 2014, sauf qu'il y a un indice qui évolue avec les prix et l'inflation. Donc je vous dis qu'aujourd'hui, c'est au moins un quart de dépenses en moins par rapport au projet Vasconi, sans compter que derrière, l'hôpital nouveau est étudié pour être adapté à la T2A. Vous en savez quelque chose, puisque vous m'en parliez en 2003 déjà, docteur, quand des esprits un peu naïfs peut-être ou mal informés imaginaient que la T2A était la panacée et que ça allait être une chance extraordinaire pour notre hôpital, vous nous expliquiez, et vous aviez raison, que c'était au contraire un grand danger pour les finances de l'hôpital. Donc cet hôpital, on l'a adapté. Ce n'était pas le cas du projet Vasconi à la T2A. On a diminué considérablement les services non rentables, ceux de chirurgie lourde. On a augmenté les services rentables, tout ce qui est ambulatoire, tout ce qui est hôpital de jour et la dialyse, qui aujourd'hui est effectivement rentable en T2A. Donc je vous garantis que tout a été fait pour avoir un hôpital moins coûteux, de grande qualité, hein, des chambres uniques à 1 lit, de grande dimension par rapport à la moyenne de tous les hôpitaux, y compris les CHU français et européens. On est au-dessus des standards, mais on est dans un coût raisonnable et surtout un hôpital, et j'en ai terminé, qui a été étudié pour être facile à gérer. On n'aura pas des couloirs de 300 mètres de long pour avoir des chambres vue mer. On aura des unités autour de 14 lits. Tout est systématiquement pensé pour qu'il ne soit pas trop coûteux dans sa gestion, tout en maîtrisant les dépenses, mais aussi en maintenant la qualité des prestations. Voilà, donc après, on peut s'échanger des chiffres, mais comment pouvez-vous penser un instant qu'un hôpital moins coûteux sur le plan architectural et d'un quart moins grand peut coûter plus cher qu'un hôpital conçu pour être plus esthétique dans sa construction et plus coûteux au mètre carré et qui a un quart de mètre carré en plus. Donc, je veux dire, le bon sens même démontre que le nouvel hôpital est forcément moins coûteux. Merci. Oui, monsieur Ritt. Et après, il faut qu'on avance. Merci. Oui. Je vous remercie de cette réponse, monsieur le conseiller. 2 points. D'une part, je parlais des questions. Alors, la question, elle est très directe, excusez-moi, elle est peut-être brutale, mais comment, sur un projet qui est, somme toute, un des plus coûteux des projets publics passés et à venir, l'hôpital Vasconi en était déjà l'exemple, comment est-ce qu'on peut se tromper à ce point-là, si toutefois on s'est trompé. On a toujours le droit de réparer ses erreurs et de changer d'avis, mais c'est énorme, hein. La deuxième chose, les vraies raisons, vous venez je pense, de les exprimer,
celles-là, je les connais, je les comprends mieux, mais j'ai un peu la sensation que pour le Conseil national, il était facile, n'est-ce pas, Monsieur Robillon, n'est-ce pas, Monsieur le Président, vous apparteniez à l'époque également à des personnes, faire miroiter 200 millions d'euros de moins, c'était emporter la mise, mais c'est un peu infantiliser le Conseil national. Et dans le cadre de mon obsessionnelle recherche d'un échange clair, adulte, je dirais, entre les deux institutions, c'est un petit peu là, en fait, l'objet de mon intervention, et non pas de remettre en cause ou en question le choix qui a été fait par le gouvernement, et la décision courageuse, somme toute, qui a été prise. Voilà, merci. Merci, monsieur. Je ne pense pas, monsieur Ritt. D'abord, comme vous le dites, c'est une décision courageuse. C'est une mission que le souverain a donnée à monsieur Valéry, puis un mois plus tard à moi-même, quand je suis arrivé, de revoir cet hôpital qui était disproportionné, qui n'intégrait pas la T2A qui est arrivée, et donc, avec M. Valéry, on s'est mis au travail. Et on n'a pas décidé tous les deux, tout seuls, avec le prédécesseur de Mme Gramalia, d'arrêter et de construire le nouvel hôpital. Tout ça, il y a eu énormément de réunions, y compris associant le Conseil national. Donc, ce n'est pas quelque chose que le gouvernement a sorti de son chapeau brusquement en disant on arrête Vasconi, voilà l'autre hôpital. On a même pris le temps d'ouvrir un débat sur des études sur la localisation future de, M. Robillon s'en souvient, de l'hôpital à un autre endroit qu'actuellement. Donc il ne faut pas réduire, M. Ritt, il ne faut pas réécrire l'histoire et dire Vasconi c'était une mauvaise solution, mais le gouvernement a méprisé le Conseil national quand il a choisi le nouvel hôpital. Je regrette, mais c'est faux ce que vous dites. Et d'ailleurs, M. Ritt, pour tout vous dire, je ne comprends pas le sens de votre intervention. Avoir pourtant bien défini, Monsieur le ministre, et en définitive, j'irai même plus loin, j'aurai l'audace de vous dire que j'estime que sur des sujets aussi complexes et spécialisés, quand le souverain prend une décision, ça ne peut être que par rapport aux suggestions qu'il éclaire. Ces suggestions ne peuvent venir que de son gouvernement. Voilà. Ce ne sont pas des intuitions. Hein. Voilà. Je regrette de vous dire que M. Valéry et moi, nous n'étions pas au gouvernement lorsque le prince a décidé d'arrêter le projet Vasconi. Et il a décidé de l'arrêter parce qu'il voyait bien la dérive. Et quand vous comparez les chiffres, M. Ritt, il faut quand même... Bon, je modère mes propos. Et vous ne pouvez pas comparer les chiffres annoncés pour le projet Vasconi avec ce qu'ils auraient été si le projet Vasconi avait été construit. Parce que forcément, il y aurait eu des dérives. Donc, oui, non, mais donc, si vous voulez, ne vous vexez pas de ce que je dis, mais l'honnêteté intellectuelle consiste à intégrer les dérives potentielles du projet Vasconi. Et quand je dis potentiel, bon. Bien. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Robineau, et après... Non, Monsieur Robineau, et après le sujet est clos, on passe à autre chose. Je serai très bref. Sinon, vais pas... moi, ça m'est égal, hein, mes chers collègues. Je suis très bref. bien avec vous, tout va bien. Moi, j'arrêterai les débats ce soir. Quand on aura terminé d'étudier le budget, s'il est 2h, 3h, 4h du matin, j'attendrai 2h, 3h, 4h du matin. Je n'ai aucun problème. Bon, allez-y, Monsieur Robineau. Non, mais Monsieur Robineau, allez-y, je vous en prie. Mais allez-y. Voilà. Bien. Bon, écoutez, très bien. Je vous ai donné la parole, vous n'avez pas voulu la prendre. Non, c'est bon. D'ailleurs, parfait. Donc, concernant le département de l'équipement et de l'environnement, y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre 75 ? S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets ce chapitre aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Ce chapitre est adopté.
Chapitre 76, Travaux publics, 4 052 500 euros. Y a-t-il des interventions? S'il n'y a pas d'intervention, y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Le chapitre 76 est adopté. Chapitre 78, Direction de l'aménagement urbain, 15 274 500 euros. Mais non, mais vous pouvez parfaitement intervenir. Mais moi, je vous dis, je fais mon boulot de président et je vous informe, c'est tout, c'est normal. Y a-t-il des interventions? Bien, sur ce chapitre 78, y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Le chapitre est adopté. Chapitre 84, Poste et télégraphe, 11 182 000 euros. Y a-t-il des avis contraires sur ce chapitre 84 ou des interventions? Monsieur Poirier. Donc, y a-t-il des avis contraires sur le chapitre 84, des abstentions? Ce chapitre est adopté. Chapitre 85, Service des titres de circulation, 2 621 200 euros. Monsieur Poirier. Je vais faire bref, bien sûr, vous avez compris. Je profite de ce chapitre pour vous demander si vous avez pu avancer sur la conduite accompagnée pour nos jeunes. Le sujet avait été évoqué l'année passée. Vous m'aviez répondu, monsieur le conseiller pour l'Intérieur, qu'il fallait regarder des accords avec la France pour pouvoir avoir cette réciprocité et pour pouvoir dépasser les frontières pour le kilométrage à effectuer. C'est tout. Monsieur Boisson. Président, j'ai manqué le chapitre 78, Direction aménagement urbain. Trop tard. Je vous en... Ça fait rien. Vous allez voir, je le case ailleurs. Vous voyez, Monsieur Boisson, je vous en prie, allez-y. Merci, Monsieur le Président. En plus, je vais vous fâcher. Non, Il est préférable. Mais rien ne me fâche. Si, vous allez voir. Il est préférable que le Conseil national ne s'attarde pas en séance publique sur les divers sujets anecdotiques de la circulation. Mais lorsqu'il s'agit d'un problème essentiel de sécurité que personne ne soulève, les élus sont dans leur rôle de sensibilisation. Lors du budget rectificatif 2014, j'avais vivement attiré votre attention, Madame le conseiller, sur le danger que représentait le stationnement des bus avant le giratoire Aurélia, avant la Poste, pour les véhicules et surtout pour les deux roues, qui, après s'être engagés sur la voie de gauche, devaient couper à 90 degrés la route pour aborder le carrefour Aurélia. Se posait donc le problème de libérer cette voie de droite pour permettre la visibilité. Madame le conseiller, vous avez pris en considération cette demande et, faisant preuve de réactivité, vous avez fait déplacer l'arrêt de bus un peu plus bas. Je pense que beaucoup de conducteurs se sentent soulagés et sans doute aussi les conducteurs de bus, surtout ceux qui démarraient au même moment où ils mettaient le clignotant. Nous avons ainsi évité de graves accidents, de graves inévitables accidents. Merci. Merci, Monsieur C'est quand Boisson. même l'initiative du Conseil national. Hein. Absolument. Comme d'ailleurs les services de bus à la carte, notamment dans le secteur d'Hector Auto. Et je salue la décision du gouvernement et Madame le conseiller, parce que ça va tout à fait dans le bon sens, dans le sens des demandes des habitants de ce quartier, et notamment des maisons de retraite. Je mets donc... Oui, je vous en prie, Madame Roguignon. Je vous remercie. Je souhaite juste rebondir sur l'intervention de Monsieur Poirier concernant la conduite accompagnée. En France, aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train de réfléchir sur la faire à 14 ans ou 15 ans, enfin plutôt que 16 ans. Et je pense que ce serait quand même bien pour nos jeunes, parce qu'en termes de sécurité, de passer 2 ans ou 3 ans à conduire avec des parents à côté et donc à mûrir tranquillement, c'est mieux qu'à 18 ans, tout d'un coup, avoir son permis. Enfin, je pense qu'en termes de sécurité, ce serait très intéressant pour nos jeunes. À condition qu'on puisse encore circuler à Monaco, Monsieur le Président. Non, mais ça marche pour la France aussi. Hein. Enfin, Merci. Ils peuvent conduire en France. Merci. Voilà, donc j'insiste sur le sujet. Monsieur Boisson, si vous permettez... Juste. Il suffit de ressortir la proposition de loi de M. Francis Palmaro 20 ans plus tôt. Eh bien, nous y allons. Oui, Monsieur le conseiller, je vous en prie. Non, nous n'avons pas eu de réponse claire et définitive des autorités françaises. En revanche, moi, je me propose, à la suite de vos interventions, de relancer, sachant que ce ne sera certainement pas facile, parce qu'il y a des problèmes de kilométrage, comme vous le savez, d'assurance
Mais bon, qui ne tente rien n'a rien, si vous le voulez bien. Je vais demander à José Badia de mettre ça à l'ordre du jour de ce sujet de la prochaine commission mixte avec la France. José, vous le marquez. Déjà pour ces points, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà une bonne chose de fait. Y a-t-il... alors, monsieur le secrétaire général, nous en étions au chapitre 85. Il faut voter le chapitre 85. Voilà. Donc, je mets donc le chapitre 85 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Ce chapitre est adopté. Chapitre 86, service des parkings publics, 19 701 200 euros. Merci. Je mets ce chapitre 86 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté. Chapitre 87, aviation civile, 2 922 700 euros. Madame Lavagna. Oui, merci Monsieur le Président. Juste une petite question. On avait entrepris de l'étude du projet de loi sur l'aviation civile qui avait bien avancé et le gouvernement avait indiqué au Conseil national qu'il y aurait un certain nombre d'amendements qui devaient être apportés et on avait aussi sollicité qui devait être retiré et que soit ajoutée la question des drones puisque c'est tout à fait d'actualité. Voilà, je voudrais savoir si en définitive ce projet de loi va être retiré, amendé et redéposé pour qu'on puisse le voter finalement. Oui, alors je sais que les services ont rajouté la modification. Est-ce qu'on l'a redéposé déjà? Je ne sais pas. Mais je sais que je crois qu'il a été retiré et on a travaillé pour rajouter les drones de toute façon. Donc on a pris votre demande en compte et effectivement c'était très judicieux. Mais il a été retiré, il me semble, et je ne sais pas s'il a déjà été redéposé. Voilà, je vais faire un point pas redéposé. Ça ne saurait tarder alors. En tout cas, c'est en bonne voie, donc on peut être rassuré sur ce point. Merci. C'est absolument nécessaire. Oui, oui, moi je trouve aussi. L'année dernière, en plein mois d'août, il y a un drone qui s'est écrasé sur le trottoir devant le lycée hôtelier. Le pilote du drone était à tête de chien. Oui, c'est pour ça que c'était une bonne remarque. Mais merci de l'avoir pris en considération et d'avoir intégré les drones à ce texte qui me paraît très important à voter. Merci de votre intervention, Madame Lavagna. Donc, je mets ce chapitre 87 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté. Chapitre 88, service de maintenance des bâtiments publics, 2 27 400 euros. Merci. Je mets également ce chapitre aux voix, moins qu'il y ait des interventions. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté. Chapitre 89, direction de l'environnement, 1 436 800 euros. Merci. Je mets également ce chapitre aux voix, sauf s'il y a des avis contraires ou des abstentions. Il est adopté. Chapitre 90, direction des affaires maritimes, 981 000 euros. Merci. Y a-t-il des interventions? Sinon, je mets aux voix, y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Ce chapitre 90 est adopté. Chapitre 92, direction des communications électroniques, 898 100 euros. Merci. Je mets également le chapitre 92 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté. Chapitre 93, direction de l'urbanisme, de la prospective et de la mobilité, 1 556 000 euros. Monsieur Cuqui. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'ai un peu parce qu'on a encore rajouté du travail l'autre jour pour cette direction avec l'étude du très grand IDA. D'abord, je voudrais saluer le travail des membres de cette direction et de l'ensemble de vos services, Madame Gramalia, dire qu'on y est très sensible et rappeler une nouvelle fois que je ne sais pas si c'est par des moyens matériels, des reventilations ou des engagements, mais vu la charge de travail qui augmente et dont nous sommes en partie responsables, mais que nous assumons tout à fait, il y a ne pas hésiter à voir si on donne tous les moyens pour avoir les réponses dans les délais que nous demandons et que vous essayez de tenir. Merci.
Je vous remercie, Monsieur Cuqui. Je transmettrai vos félicitations au service et à sa directrice, Madame Canis Roidefond. Merci. Nous associons bien volontiers à ces propos pour le travail qu'ils fournissent et qui n'est pas prêt de se réduire, étant donné les différents projets en cours et dans les cartons. Je mets donc ce chapitre 93 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté. Service judiciaire, chapitre 95, direction, 2 039 000 euros. Oui, Madame Lavagna. Merci, Monsieur le Président. Une petite remarque sur ce chapitre. J'ai lu dans Nice Matin de samedi que les avocats plaident pour la préférence nationale. Vous imaginez bien que je ne vais pas dire le contraire. Ceci étant, il me semble que tout justiciable devrait avoir droit à l'accès à toute la jurisprudence, puisqu'il n'y a pas que les avocats, elle n'est pas faite que pour eux, qui sont censés connaître à peu près leurs droits, mais plutôt pour le justiciable qui devrait pouvoir déterminer ce qui peut lui arriver quand les juges appliquent la loi, justement. Donc je me demande si nous devrons, en définitive, en passer par une proposition de loi pour obliger à la publication des décisions de justice anonymisées, bien évidemment, on ne va pas publier le nom des gens, mais nous sommes dans un état de droit et je pense que les Monégasques et les habitants de Monaco et les travailleurs de Monaco et tous ceux qui habitent à Monaco doivent savoir exactement comment la loi est appliquée et on ne peut le savoir qu'en publiant les décisions judiciaires. Je ne pense pas qu'on puisse décemment dire que, même si je suis avocat et que peut-être il faudrait facturer les consultations de jurisprudence, mais ça ne me semble pas très délicat de faire de cette manière. Je pense que l'accès au droit est aussi dû au conseil juridique, aux confrères qui viennent de l'étranger, aux experts comptables, que sais-je encore. Il y a plusieurs professions. À vous aussi, au gouvernement, je suppose que vous avez souvent des questions à vous poser sur la jurisprudence. Qu'en est-il? Que peut-il arriver? Et je me demande s'il faudra, en définitive, je sais que j'ai essayé par des moyens plus nuancés de demander cette publication, mais peut-être devra-t-on en arriver à une proposition de loi. Je vous pose la question. Merci, Madame la... Bien que je ne sois pas constitutionnellement compétent pour vous répondre, je peux vous dire que j'ai signé ce matin un certain nombre de contrats avec d'anciens magistrats ou enfin, des juristes qui vont se charger de ce travail qui ne consiste pas, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, qui ne consiste pas à photocopier une décision et à la mettre en ligne. Pour que ça soit utilisable, notamment par les moteurs de recherche, il faut faire un abstrat. Et faire un abstrat, ça suppose avoir compris la décision. Donc il faut un juriste confirmé pour faire un abstrat d'une décision, le mettre en ligne et que le moteur de recherche ensuite permette la recherche que vous indiquez, Madame Lavagna. Donc je crois sincèrement, en plus j'ai vu personnellement le responsable de cette opération, qui est le conseiller à la Cour de révision, M. Petit, qui est tout à fait plus que compétent pour faire ça, qui va coordonner cette équipe. Et donc, je crois que la période où il y a eu un vide très regrettable, dû à la maladie, je crois, de la personne qui faisait ça, nous allons entrer dans une période où, normalement, la jurisprudence des cours et tribunaux monégasques va être en ligne sur Légi Monaco. Voilà. Je m'en réjouis, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Merci. Je mets donc ce chapitre 95 aux voix. S'il n'y a pas d'autres interventions, y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Ce chapitre est adopté. Chapitre 96, Cours et tribunaux, 6 111 200 euros. Merci. Je mets également ce chapitre aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté. Chapitre 97, Maison d'arrêt, 2 654 600 euros. Merci. Je mets ce chapitre aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est aussi adopté. Section 4, Dépenses communes aux sections 1, 2, 3. Chapitre 1, Charges sociales, 99 932 600 euros. Monsieur Robineau.
Si bien, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je profite de ces 2 lignes budgétaires pour revenir sur un point important qui concerne la différence de traitement au moment du départ à la retraite entre les fonctionnaires et les agents de l'État de nationalité monégasque ou résidant en principauté. Pour les premiers, je fais référence aux fonctionnaires. Pas de problème, lors de leur départ à la retraite, ils vont bénéficier d'une couverture à 100% par les SPME pour leurs frais de santé et du versement de 2 primes annuelles équivalent à un 13e mois. Concernant les agents de l'État de nationalité monégasque ou résidant en principauté, leur couverture santé est limitée à 80%. Et bien évidemment, ils ne bénéficient pas de ce 13e mois, mais d'une prime versée, me semble-t-il, par la CAR. Alors je vous pose la question, Monsieur le Ministre, que peut-on faire pour mettre un terme à cette différence de traitement pour des serviteurs de l'État qui, de nationalité monégasque ou résidant en principauté, vont remplir durant toute leur carrière les mêmes missions que les fonctionnaires? Monsieur Robineau, jusqu'à aujourd'hui, le statut des fonctionnaires et le statut des agents de l'État n'est pas le même. Si vous voulez dire clairement qu'il doit être le même, dites-le. Ce n'est pas ce que je dis, Monsieur le Ministre, mais il y a un certain nombre d'agents de l'État qui sont de nationalité monégasque ou résidant à Monaco, qui donc vont prendre leur retraite en ayant ce statut d'agent de l'État. Et d'après un certain nombre d'informations qui m'ont été rapportées, il semblerait que les considérations en termes d'avantages sociaux au moment de la retraite ne sont pas les mêmes. Et moi, je n'ai pas connaissance de monégasques agents de l'État, M. Robineau. Il y en a peut-être quelques... Enfin, ils ont vocation à intégrer la fonction publique. Oui, c'est en cours. Bon. Et moi, ça sera d'autant plus rapide après la loi que vous aurez votée. J'en ai reçu une trentaine. Je vous ai écrit d'ailleurs à ce propos il y a 6 ou 7 mois dans un service particulier. Ils vont intégrer. Voilà. Donc après, M. Robineau, il faut assumer, si vous voulez. Si vous voulez dire publiquement que les agents de l'État doivent avoir le même statut que les fonctionnaires monégasques, dites-le. Ce n'est pas ce que je dis, Monsieur le Ministre. Je me répète donc. Moi, ce que j'aimerais il y a un certain nombre de monégasques ou de résidents monégasques qui ont fait toute leur carrière comme agents de l'État, qui ont pris leur retraite et qui, du coup, ne bénéficient pas des mêmes prestations sociales au moment de la retraite que celles dont bénéficient les fonctionnaires. Je parle, entre autres, de monégasques. Oui. Mais si on doit réfléchir à l'intégration de monégasques agents de l'État dans la fonction publique, oui. C'est en cours. Si on veut égaliser les situations, ma réponse est non, clairement. Alors, je me réjouis que l'on puisse intégrer tous les monégasques dans le corps des fonctionnaires, mais il y a un certain nombre de familles de monégasques qui sont déjà retraités et qui, eux, restent sous un régime différent. Alors, Monsieur Robineau, je vous propose que sur ce sujet précis, nous en parlions, nous écrivions au ministre, de façon à intervenir et voir, parce que ça doit concerner quelques familles, et comme vous comprenez que c'est compliqué en justement, ce n'est pas un grand nombre de personnes, mais il y a des agents de l'État qui sont monégasques, qui dans certains services restent agents de l'État, ont pris leur retraite en tant qu'agents de l'État et donc ne bénéficient pas des mêmes prestations que celles qui sont offertes à ceux qui ont fini leur carrière comme fonctionnaires. Oui, mais allez au bout. Si dans certains services, il y a des agents de l'État, notamment dans les services urbains, oui, il y a un service particulier, avec des avantages particuliers. Donc, il faut regarder les choses globalement, avec une pénibilité, avec les 3/40e, avec moins d'heures de travail. Donc, si vous voulez qu'on regarde les choses... Pourquoi faire toujours plus? Essayons d'avoir une vision objective des choses. Parce qu'on ne peut pas, pendant toute sa carrière, avoir un statut plus privilégié, et puis quand on part, se dire ben, finalement, je vais prendre celui du voisin. Donc je crois qu'il faut, là-dessus, faire très attention. J'accepte volontiers de regarder ça avec vous. On organisera une réunion précise. Monsieur le secrétaire général, si vous pouvez en prendre note, c'est important. Merci, Monsieur Robineau, de votre question. Je mets donc ce chapitre 1, lourd en termes de dépenses, mais absolument essentiel, aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Ce chapitre 1 est donc adopté. Chapitre 2, prestations et fournitures, 18 493 600 €. Merci. S'il n'y a pas de remarques, je mets ce chapitre aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Il est adopté.
Chapitre 3, mobilier et matériel, 4 657 200 €. Merci. Je mets également ce chapitre aux voix. S'il n'y a pas d'avis contraire, pas d'abstention, il est adopté. Chapitre 4, travaux, 4 811 400 €. Merci. Je mets ce chapitre... Oui, Madame Fresco. Merci, Monsieur le Président. Lors des séances privées, j'ai eu l'occasion de porter à votre attention que les frais que doivent engager les propriétaires d'appartements sous loi 1235 pour les remettre aux normes avant une location sont bien au-delà de ce qui est acceptable si l'on se réfère au loyer qu'ils peuvent en demander après les travaux. Nous avions alors évoqué le montant de remise en état au mètre carré dans les immeubles domaniaux et je l'avais tout simplement transposé pour un appartement régi par cette loi. Le montant allait jusqu'à 60 000 € pour 80 mètres carrés. Alors je voulais savoir comment on pouvait demander à un propriétaire de faire abstraction sur un quelconque revenu car son bien dans lequel il a investi a un loyer tellement bas qu'il ne pourra rentrer dans ses frais au minimum que 4 ou 5 ans plus tard. Beaucoup de ces propriétaires ont choisi cette forme de placement et ne sont pas pour la plupart ce que l'on a tendance à appeler les grands propriétaires, pour finalement ne pas retrouver de retour sur l'investissement. Ils sont pourvoyeurs de logements au lieu et place de l'État, ils font du social alors que ce ne sont pas dans leurs attributions. Je vous demande donc de vous pencher sur ce sujet délicat qui doit, d'un côté, assurer aux locataires un environnement sain et sécurisé et en même temps garantir aux propriétaires un revenu pour ce placement qu'il a fait en bon père de famille en se privant quelquefois et même souvent. Merci. Merci beaucoup, Madame Fresco. Non, la réflexion vaut la peine d'être engagée. Je souhaite toutefois qu'on mette l'accent effectivement sur la qualité des logements qui sont mis à disposition des locataires, puisque c'est un parc avec un nombre de logements qui peut être significatif et, comme vous le dites vous-même, pallier un manque relatif d'appartements domaniaux. On peut se pencher sur la question. Je ne sais pas si, a priori, on parle d'un nombre de logements important. Il faudrait regarder les statistiques. Et surtout, ça m'intéresserait de voir comment vous arrivez, mais ça aussi, je suis tout à fait ouvert à ce qu'on en parle, à ce chiffre de remise en état. Bon, parce que ce sont parfois effectivement des appartements qui sont plus anciens, avec des surfaces qui ne sont pas toujours aussi importantes. Voilà, moi je n'ai pas d'a priori sur la question. Je pense que c'est un complément tout à fait utile au niveau du logement, mais que par décence pour les locataires, il faut qu'il y ait un certain nombre de travaux d'entretien, de rénovation, de mise aux normes qui soient effectivement proposés par les propriétaires. Voilà. Je vais me permettre de vous répondre. Donc, les chiffres avaient été avancés lors d'une CPE que nous avions eue sur ce sujet par un collaborateur ou une collaboratrice, je ne me rappelle plus qui c'était exactement. C'était 700 € le mètre carré pour un appartement dans les domaines. Donc c'est pour ça que je me suis permis de le transposer, je m'étais permis pour le transposer. Maintenant, je ne dis pas qu'aucun travaux ne doivent être faits, je dis juste que dans la mesure où des travaux d'une telle importance sont faits, je crois qu'il faut alors commencer peut-être à prévoir une augmentation de loyer ou alors une aide substantielle de l'État. C'est tout ce que je demandais. Merci. C'est effectivement, Madame Fresco, l'un des sujets, j'en parlais l'autre jour avec... nous avions une réunion avec Monsieur Kuki au mois de juillet, fin juillet dernier, avec les propriétaires, l'association des propriétaires, et ça fait partie des sujets importants et prioritaires que nous avons l'intention, parce que cette majorité ne mettra aucun tabou sur aucun sujet. C'est un sujet que nous avons l'intention d'aborder dans les mois qui viennent, et particulièrement dès que nous aurons voté les textes prioritaires sur lesquels nous sommes engagés à partir de l'automne 2015 sur la loi 1235 et les différentes décisions du tribunal suprême qui rendent aujourd'hui totalement inapplicable un texte, notamment pour l'habitat, la direction de l'habitat, qui est particulièrement difficile. Et comme vous avez raison de le souligner, il n'y a aucune raison qu'un certain nombre de petits propriétaires supportent un rôle social qui n'a pas été assumé par l'État pendant de nombreuses années. Nous allons nous
emparer là aussi de ce sujet. Mais nous ne sommes élus que depuis 20 mois, on ne peut pas tout faire tout de suite. Monsieur Clérici. Pour revenir à la 1235, il y a de grandes disparités dans les appartements. Il y a des très vieux appartements. Les remises en état aussi sont très différentes. Et ça, moi, je ne me l'explique pas. D'où l'idée aussi d'avoir des grilles, de faire jouer la concurrence pour les entreprises. Certains de ces appartements n'ont pas d'ascenseur, sont souvent au 3e, 4e ou 5e étage, avec des cages d'escalier très très petites, des vieilles marches, enfin des parties communes dans un état très vétuste. Les pièces, comme vous le disiez, M. Castellini, sont des petites pièces. Donc là aussi, il faut faire attention à ce qu'on raconte. Moi, je suis d'accord avec le Président. En effet, il faut se soucier aussi des locataires. Je comprends aussi les propriétaires, mais il faut analyser au cas par cas. Il y a de trop grandes disparités dans ces appartements soumis à la 1235. Merci. Je mets donc ce chapitre. Oui, monsieur. Madame Rosa Brunetto peut-être souhaiterait faire une. Je vous en prie, Madame Rosa Brunetto. Je voulais peut-être rappeler en séance publique qu'il existe aide et prêt pour les logements de type 1235. C'est l'arrêté ministériel 2011-538 du 29 septembre 2011. Les aides aux propriétaires de locaux à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi 1235. Donc peut-être que ce dispositif n'est pas assez connu. Il convient de s'adresser à la direction du budget et du Trésor. Ce sont soit des aides, soit des prêts. Et nous en faisons régulièrement, je dois dire assez peu, mais pour ceux qui connaissent, on instruit les dossiers de manière rapide et bienveillante. Merci, Madame. Oui, Monsieur Stener. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai une question au gouvernement. Je crois que la loi, quand elle est votée, s'impose à tous. Elle s'impose aux particuliers, comme elle s'impose aussi à l'État. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est si le gouvernement, quand il préempte tous les immeubles, tous les appartements qu'il préempte dans le secteur 1235, j'aimerais savoir, un, s'il fait les travaux de mise en conformité dans tous les domaines, et si tous les appartements ou les immeubles qui ont été préemptés sont mis, comme les propriétaires sont obligés de le faire, à la location. Parce que j'ai d'autres échos. La réponse est oui sur les deux. La réponse est oui sur les deux points. Oui. Oui, on fait les travaux. Oui, on les remet aux locations. D'ailleurs, on ne va pas préempter pour motif social si on ne remettait pas en location. Quand même. Et si vous avez des exemples contraires... Mais je pense qu'avec le président de la commission du logement, on va les chercher, monsieur le ministre. Je suis sûr qu'on va les trouver. Chercher, vous finirez par trouver, sans doute. Merci. Merci beaucoup. Discussion extrêmement intéressante. C'est ce qui explique d'ailleurs que nos débats prennent un peu de temps ce soir. Et nous avons eu beaucoup de discussions et beaucoup d'échanges particulièrement intéressants. Et c'est le cadre privilégié de ces séances publiques. Je mets donc ce chapitre aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Ce chapitre est adopté. Chapitre 5, traitement, prestations, 1 10 400 euros. Merci. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions sur ce chapitre? Il est adopté. Chapitre 6, domaine immobilier, 34 122 000 euros. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Ce chapitre est adopté. Chapitre 7, domaine financier, 330 800 euros. Y a-t-il des avis contraires sur ce chapitre 7, des abstentions? Il est également adopté. Section 5, service public, chapitre 1, assainissement, 33 576 000 euros. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté. Chapitre 2, éclairage public, 3 515 000 euros. Merci. Je mets ce chapitre 2 également aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté. Chapitre 3, eau, 1 535 000 euros. Merci. Sur ce chapitre 3, y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Non. Il est donc adopté. Chapitre 4, transport public, 6 720 000 euros. Merci, Madame Fresco. Merci, Monsieur le Président. Depuis leur élection en février 2013, les élus de la majorité n'ont eu de cesse de demander à ce que soit mis en place un transport qui permettrait aux résidents de la Fondation Hector Auto située dans le quartier du Jardin Exotique de se déplacer plus facilement.
Mes collègues et moi-même ne pouvons que nous réjouir d'avoir été entendus et je tenais à remercier le gouvernement pour cette action sociale qui va permettre de désenclaver les résidents, nos aînés, de cette belle fondation. Le transport à la demande, TAD, est une belle avancée et je souhaite beaucoup de succès à cette opération. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je mets donc ce chapitre aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Ce chapitre est adopté. Et je remercie également Madame Gramalia et ses services. Chapitre 5, communication, 240 000 euros. Je mets également ce chapitre 5 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté. Section 6, intervention publique. Grand 1, couverture, déficit budgétaire, communes et établissements publics. Chapitre 1, budget communal, 45 505 700 euros. Parfait. Je mets donc ce chapitre 1 concernant le budget communal aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté et Monsieur le conseiller pour l'Intérieur souhaite faire une intervention à partir du chapitre sur la section 6. Chapitre 1, oui, l'article 601-101. Le gouvernement vous a proposé sur le siège une augmentation de 90 000 euros de la dotation globale de fonctionnement de la commune pour tenir compte de la demande du maire de Monaco suite à la suppression d'un certain nombre d'horodateurs pour, je dirais, qui ont été occasionnés par les grands travaux en cours. Comme vous le savez, une opération de ce type financière ne peut pas se faire à un budget rectificatif, puisque la dotation globale de la commune ne peut pas être rectifiée par un budget rectificatif, donc il faut absolument le faire à un budget primitif. Il a été jugé préférable, s'agissant, je dirais, d'un ajustement qui est tout à fait mineur au plan global pour le budget de l'État, même si pour le budget de la commune, il est évidemment moins négligeable, de vous proposer cette rectification sur le siège, étant entendu, bien sûr, que les chiffres également modifiés de l'équilibre budgétaire ont été communiqués au secrétaire général. Le chiffre qui vous a été donné tout à l'heure au moment du vote, c'est à 45 505 700, tient compte de cette augmentation de 90 000 euros de la dotation globale, donc de la commune. Merci, Monsieur le conseiller. Monsieur Boisson. Monsieur le Président, je sais qu'il n'est pas d'usage de faire des commentaires dans le domaine communal. Non. Mais là, oui, parce que si je me le permets, Monsieur le Président, c'est parce que vous comprendrez que c'est tout à l'intérêt du Conseil national et des trois institutions, puisqu'une synergie exceptionnelle s'est passée entre la mairie, le gouvernement et le Conseil national. Souvenez-vous, Monsieur le Président, lorsqu'un jour sur scène avec Monsieur Boéry, nous avons parlé de la maison des associations, nous avons dit que ce serait peut-être l'Arlésienne, on n'imaginait même pas qu'en peu de temps, le gouvernement trouve des locaux, donne les moyens financiers et que la mairie puisse le réaliser avec autant d'efficacité. La Casa dei Soci. Vous voyez quelle intervention valait la peine d'être menée, hein, parce que quand même, c'est à la fois un événement historique, mais également une belle concrétisation. Et on voit régulièrement maintenant sur le journal que les associations s'en servent. Il suffit de s'adresser au service des sports. Merci beaucoup, Monsieur Boisson, de votre intervention. Vous avez tout à fait bien fait. Je remets donc ce chapitre 1 aux voix, puisqu'il y a une modification annoncée par Monsieur le conseiller pour l'Intérieur. S'il n'y a pas d'avis contraire et pas d'abstention, ce chapitre 1 est donc adopté. Chapitre 2, domaine social, 33 368 900 euros. Merci. Je mets ce chapitre 2 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté. Chapitre 3, domaine culturel, 8 304 900 euros. Y a-t-il des interventions sur le domaine culturel? D'accord. Bien, je mets donc ce chapitre 3 aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Non. Monsieur Clérici, je vous en prie. Monsieur le Président, dont je parlais avec mon collègue, j'ai oublié, je voulais faire une intervention sur le champ de gérontologie clinique. On est passé d'un budget initial en 2013 d'1 864 000 euros de subvention et on arrive au primitif à 3 363 000 euros avec, je crois, une occupation totale de l'ensemble des lits à 220 lits. Si on compte les lits de suite, comment se fait-il qu'au fur et à mesure qu'on remplit l'établissement, les charges augmentent? Écoutez, d'abord, il faut comparer ce qui est comparable. L'année 2013 n'était pas une année pleine. Le centre a ouvert en 2013, il n'a pas ouvert avec la totalité de sa capacité.
Donc je crois qu'il faut comparer 14 et 15, qui sont effectivement des années où là il y a une utilisation pleine de tous les lits sur 12 mois. Donc si vous comparez les primitifs 2014 alors donc, et 2015, Centre Régnier 3, il y a une augmentation, on passe de 2,7 à 2,7 millions à 3,3 millions. Donc c'est relativement, évidemment c'est beaucoup moins important que si vous comparez l'année 2013 qui n'était pas une année pleine. Et il est clair que les effectifs sont montés en puissance avec le développement du centre pour arriver à des effectifs de qualité en nombre suffisant. Donc je pense que là on est sur maintenant une vitesse de croisière qui devrait être stabilisée. Mais il est clair, et on l'a toujours dit, et je crois que c'est un sujet d'accord entre nous, que la qualité de la prise en charge de nos aînés, c'est-à-dire des taux de personnel qui sont peut-être 2 fois supérieurs effectivement à ce qui se fait ailleurs, et des équipements de qualité, des chambres à un lit, etc., ça a un coût. Donc c'est le prix que je crois nous voulons tous assumer pour la qualité de la prise en charge de nos aînés. Je dois dire aussi que ça reste relativement raisonnable. C'est un véritable hôpital. 210 lits, c'est la moitié du CHPG en nombre de lits, avec, vous le savez, 120 lits pour la très grande dépendance, où là, il y a le plus besoin de personnel, de médicalisation, de médecins nombreux et de personnel médical nombreux. Ça reste raisonnable si on le ramène effectivement au coût par lit, car, il faut le dire aussi, une partie du coût de fonctionnement est assumée par les caisses sociales, et la CCSS qui a accepté, par des tarifs de qualité de remboursement, de prendre à sa charge une partie de ce coût. Donc, voilà, je crois effectivement 3,3 millions, 210 lits, une qualité, je crois, reconnue d'un bâtiment exceptionnel et d'un personnel nombreux et de qualité. C'est le prix que nous devons assumer pour la qualité de la prise en charge de nos aînés. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre? Je mets donc ce chapitre au voie. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Il est adopté. Grande 2, intervention. Chapitre 4, domaine international, 21 169 700 €. Merci. Y a-t-il des interventions? Moi, je voudrais avoir des précisions sur la foire internationale enfin, je ne sais pas si c'est une internationale ou une universelle, d'Astana, c'est ça? Qui aura lieu, je ne sais pas très bien. L'Expo internationale. Je voulais bien que vous nous confirmiez, Monsieur le ministre, qu'elle ne coûterait pas trop cher. Il est difficile de chiffrer le coût de la participation à Astana aujourd'hui, sauf si M. Badia a des indications déjà. Je lui laisse la parole. Les seuls éléments que l'on ait aujourd'hui, c'est que Astana, à l'instar de certaines expositions, vont construire des espaces qu'ils vont mettre à la disposition des pays. Et donc, nous serons dans une problématique tout à fait différente de celle de Milan, où il convenait de prévoir un pavillon en tant que tel. Donc, les premières estimations, mais là vraiment, c'est par comparaison avec des expositions similaires, laissent penser qu'en dépit de l'éloignement, Astana devrait revenir aux alentours de 2 millions d'euros. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller. Y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre 4? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est donc adopté. Chapitre 5, domaine éducatif et culturel, 38 298 200 €. Monsieur Boéry. Oui, j'ai préféré regrouper mon intervention. Je vous en prie, monsieur Boéry. Donc, la culture, 60 millions dans le budget, probablement un peu plus, mais c'est 6%, c'est plus de 6% du budget. C'est, je crois, une très bonne chose, même si on l'a déjà dit. Cette répétition vaut la peine d'être redite. C'est considérable pour l'attractivité du pays et surtout pour le bien vivre à Monaco. Alors, je ne vais pas
lister tout. Claude Boisson a dit effectivement la maison des associations, donc c'est fait, elle fonctionne, c'est quand même un bon succès. La nuit blanche a été actée, on commence à inventer le contenu, devient une ardente obligation. La vision à 3 ans de la culture a été aussi indiquée. J'espère que ce sera l'occasion de faire une CPE où on pourra discuter de cette vision à 3 ans de la culture. Je rappelle que 60 millions par an, c'est sur 3 ans 180 millions, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus qu'un immeuble de 100 logements ou 150 logements qu'on pourrait construire. Donc ça vaut vraiment la peine sur la même période. Je crois que ça vaut la peine qu'on en discute, d'autant plus que c'est vraiment l'attractivité de Monaco. Et puis évidemment, je rajoute ce qu'a dit mon collègue Grinda tout à l'heure. Pour l'attractivité, je crois qu'il est indispensable, là aussi c'est une ardente obligation, qu'un domaine de la culture rentre dans le conseil stratégique de l'attractivité. Je crois que ça c'est important. Et alors, laissez-moi quand même, j'espère que j'aurai le temps, laissez-moi consacrer un moment à une autre dimension de la culture, celle qui ne se voit pas, mais qui, comme toujours, est d'autant plus importante. La culture, c'est aussi un autre espace. Nos prédécesseurs ont eu la sagesse, je les remercie, d'avoir inventé une commission culture et patrimoine. C'est une illustration formidable de mon propos qui va venir. Dans patrimoine, on retient trop souvent l'aspect immobilier, celui que l'on voit ou que l'on vit presque tous les jours, qui dérange, qui clive, qui polémique. Mais le patrimoine et la culture ont une dimension complémentaire. C'est aussi une pesanteur sociologique pour notre pays. La culture, c'est un système de valeurs, de normes, de coutumes que nous partageons implicitement, sans même le savoir. C'est paradoxalement notre vie cachée, en commun. Nous vivons une communauté de destin planétaire. Monaco vit ni en vase clos, ni dans un monde immobile. Il nous faut connaître à la fois la mondialisation et la démondialisation, et en même temps cultiver nos racines qui sauvegardent notre diversité culturelle. Voilà pourquoi nous ne pouvons limiter la culture aux seules visions d'événements, au demeurant de très grande qualité. J'ai presque fini, mais le doyen parle forcément plus lentement. Mais la culture est aussi... Je vous en prie, monsieur le doyen. La culture est aussi une politique du bien-vivre qui doit cultiver la poésie de la vie. Cela implique une participation affective, d'admiration et d'émerveillement. Elle doit favoriser la culture esthétique, nous aider à vivre poétiquement. La culture nous humanise, elle nous permet de comprendre, aimer ce que nous ignorons et parfois même ce que nous méprisons dans le quotidien. J'en reviens à la création, l'esthétique de l'œuvre. Elle nous permet de développer l'esthétique de la vie. La nature imite ce que l'œuvre d'art propose, dit le poète. Je ne sais plus qui l'a dit. Elle favorise l'émerveillement et permet à chacun de découvrir la poésie de la vie. C'est l'occasion de connaître des émotions et de les développer. L'excellent et le populaire sont loin d'être la quadrature du cercle. Attention, je ne vais pas jusqu'à faire totalement mienne l'idée de Jürgen Habermas qui dit « L'art et la culture sont instruments de libération pour changer le monde ». Mais malgré tout, la culture ne nous rend pas plus humains, elle n'empêche pas l'horreur, elle nous donne les clés pour rencontrer le monde. Alors, les 6% du budget, au-delà des chiffres, c'est cette ouverture fondamentale. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur Boéry. Y a-t-il d'autres interventions? Je vous en prie, monsieur Bernard. Merci. Je voudrais intervenir sur la ligne, sur l'association des jeunes monégasques. Il faudra peut-être changer l'année prochaine dans l'alias, puisque désormais c'est l'association des jeunes de Monaco. J'aimerais savoir, monsieur le conseiller, qu'est-ce qu'il en est donc définitivement du local qui leur a été attribué et que va-t-il devenir du local du métropole? Est-ce que le gouvernement a déjà une idée de la destination qu'il souhaite avoir pour ce local? Donc, le local a bien été attribué à l'Association des jeunes de Monaco au parking des pêcheurs. Et le local libéré aux métropoles fera l'objet d'une attribution à un commerce. L'administration des domaines s'est rapprochée
des gérants du centre commercial du Métropole pour que, là encore, on puisse bénéficier des contacts éventuels qu'ils ont et que nous n'aurions pas, pour que ce soit véritablement une enseigne porteuse qui reprenne ce local. Donc il y a, comme vous le savez, un certain nombre de travaux qui resteraient à effectuer. Nous ne les avons pas pris à notre charge pour l'instant parce que ça ne semblait pas pertinent, ne sachant pas à qui serait attribué in fine le local, et ça n'aurait pas de sens si les futurs repreneurs devaient réaménager ce local selon leurs besoins ou leur charte personnelle. Mais nous avons d'ores et déjà quelques pistes. Donc je pense qu'avec le centre commercial du Métropole, on devrait être en mesure de finaliser, courant du premier semestre, une reprise de ce local. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Ce chapitre est adopté. Chapitre 6, domaine social et humanitaire, 27 830 400 euros. Y a-t-il des interventions? Oui, Monsieur Barry-Larraud. Je voudrais intervenir sur les bourses d'études, la ligne 606-205. La politique du gouvernement en matière de soutien aux étudiants, grâce notamment à la dotation substantielle des bourses d'études. Je voulais en préambule féliciter les équipes de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et du sport qui sont en charge de ce dossier. Leur travail est exemplaire et fait montre d'un grand professionnalisme. La somme allouée au financement d'une partie des études de nos jeunes compatriotes ou résidents est maintenue à un haut niveau depuis plusieurs budgets primitifs et c'est un atout pour notre pays. En revanche, sans ne vouloir aucunement remettre en cause l'effort du gouvernement en matière d'éducation et de sa quête pour maîtriser un niveau d'excellence et de réussite de notre système scolaire, la part du budget de l'État dédiée à l'aide aux étudiants atteindra rapidement un seuil incompressible, qui ne permettra pas de prendre en compte les orientations de chacun des étudiants, et notamment de celles et ceux de nos jeunes compatriotes qui aspirent à entreprendre des formations parmi les plus brillantes et les mieux diplômantes. On l'a vu tout à l'heure sur le chapitre de la cellule d'insertion des jeunes diplômés. Or, à ce jour, il est impossible d'octroyer aux étudiants une somme qui prenne en compte au plus près les frais réels, à l'exception notable des bourses de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, qui sont données à 2 étudiants de son choix une fois par an. C'est pourquoi, comme vous l'avez répondu au président du Conseil national, Monsieur le ministre, le 22 octobre dernier, vous avez informé la Haute Assemblée de votre décision de transformer la proposition de loi numéro 212 sur la création d'une aide de l'État aux prêts étudiants. Je souhaite, s'il vous plaît, connaître votre intention s'agissant de la transmission de ce texte au Conseil national sous forme de projet de loi, afin de pouvoir l'étudier dans les meilleurs délais et surtout les meilleures conditions, dans le but, je l'avoue, de pouvoir, si c'est possible, en faire bénéficier nos étudiants dès la rentrée universitaire 2015. Je vous remercie. Merci, Monsieur Barry-Larraud. Monsieur Barry-Larraud, il n'y a pas d'obstacle particulier à la transformation. Donc il faut le temps de rédiger le texte, mais on peut peut-être penser qu'il sera déposé pour la session de printemps. Ça serait une bonne nouvelle. Paul, vous êtes d'accord? Oui, oui. Merci beaucoup. Il y a encore une chose qui avance. Merci, Monsieur Barry-Larraud. Y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre? Je crois que... Oui, Monsieur le Président. Intervenir sur le oui, sur le chapitre précédent, sur juste pour le procès-verbal, s'il vous plaît. Je vous en prie. Pour dire que, j'ai pas eu le temps de le dire, que je m'abstenais bien évidemment sur le chapitre subvention. Tout à fait. Merci. Comprenons tout à fait. Merci, si vous voulez bien le noter dans le cadre du vote des élus, et particulièrement Monsieur Grinda. Merci. Parfait. Je mets donc ce chapitre 6. Oui, pardon, excusez-moi, Monsieur Poirier. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Concernant effectivement le chapitre 6 sur les subventions à caractère social, après le vote à l'unanimité de la loi 893 sur le handicap, je voulais profiter des inscriptions au budget primitif 2015 pour les subventions pour remercier toutes les associations qui jouent un rôle prépondérant dans l'accompagnement des personnes concernées et de leurs familles,
Nous avons pu le remarquer lors de la journée du handicap qui s'est tenue le 4 décembre dernier au Centre des Congrès Auditorium. Avec mes collègues Stener et Alavena, nous étions présents. Une très belle réalisation de vos services, monsieur le conseiller aux affaires sociales. Je vous prie de bien vouloir les remercier de notre part en tout cas. Ça sera fait et merci de vos propos. Merci beaucoup. Donc je mets ce chapitre 6 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Ce chapitre 6 est adopté. Chapitre 7, domaine sportif, 6 787 600 euros. Monsieur Barilaro et Monsieur Pasquier. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais attirer l'attention du gouvernement sur une situation qui m'interpelle et m'échappe sur la ligne 607-203, Comité olympique. Sachant que, me semble-t-il, nous l'avions déjà évoqué l'an dernier. En effet, cette ligne budgétaire, si on l'analyse plus précisément, notamment en termes de subventions directement liées aux sportifs de niveau olympique, fait apparaître un décalage assez conséquent entre la dotation de 16% allouée à un seul athlète pour financer sa propre structure privée d'entraînement et les 40% attribués globalement à 19 fédérations, soit un peu plus de 2% de la somme totale des subventions. Pouvez-vous nous indiquer les raisons d'une telle distorsion entre les uns et les autres? Je vous remercie. En prie, monsieur le conseiller. Il s'agit tout simplement, effectivement, d'un athlète de haut niveau et le coût de son entraînement est assez élevé. C'est une athlète qui a participé à plusieurs Jeux olympiques, à plusieurs épreuves également internationales pour le compte de la principauté de Monaco. Effectivement, le coût n'est pas neutre, mais je crois qu'il faut avoir les moyens de sa politique. À partir de l'instant où nous soutenons nos athlètes, je crois qu'il faut leur donner toutes les possibilités de réussir au haut niveau. Je suis entièrement d'accord avec vous et je suis ravi d'entendre ces propos-là de la part du gouvernement. En revanche, est-ce que c'est la seule athlète de haut niveau... Pardon, excusez-moi, Monsieur le Président. Est-ce que c'est la seule athlète de haut niveau en principauté qui mérite une telle attention financière de la part des services de l'État et du budget? Et est-ce qu'elle est la seule à pouvoir bénéficier d'une somme aussi importante, sachant que, me semble-t-il, ce n'est pas la seule à participer aux Jeux Olympiques. Lorsqu'il y a les délégations qui représentent Monaco avec honneur et fierté, il y a plusieurs athlètes, et notamment dans la discipline dont on parle. Je vous remercie. C'est exact, et la principauté de Monaco n'aide pas qu'une seule athlète, mais puisqu'il s'agit d'une jeune femme, mais effectivement plusieurs athlètes de haut niveau qui sont d'ailleurs en devenir, et je crois qu'on ne fait pas de discrimination, justement, Monsieur le Président. Je crois que les aides sont attribuées en fonction des besoins et des nécessités d'entraînement des uns et des autres. En tout état de cause, ce que je peux vous assurer, c'est que dans la discipline en question, qui est le ski alpin, eh bien, il y a plusieurs éléments prometteurs, très jeunes, qui ont participé d'ailleurs aux derniers Jeux Olympiques à Sochi, et ils vont continuer à être aidés. D'ailleurs, l'entraîneur... je dirais, il y a maintenant un entraîneur en quelque sorte national qui va consacrer ses efforts et ses conseils, non pas à une seule athlète, mais à l'ensemble des athlètes de haut niveau de la discipline. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Pasquier. Je voulais simplement donner à Monsieur le ministre une nouvelle opportunité de répondre à mon intervention d'hier sur le centre de formation de l'ASM, puisqu'il m'a répondu hier qu'il n'y avait pas de ligne, donc il n'avait pas de réponse. Maintenant, nous avons une ligne, alors puis-je espérer avoir une réponse? Merci. Je peux refaire l'intervention, mais je pense que ce n'est pas la peine. Je pense que M. Masseron pourra vous expliquer sans problème les 2 119 300. Il s'agit effectivement d'une aide au fonctionnement du centre de formation de l'AS Monaco Football Club. Je rappelle que les aides des États ou des collectivités territoriales aux équipes de football professionnel qui participent au championnat de France sont limitées. Et en l'occurrence, l'aide au centre de formation est limitée au montant que vous avez ici inscrit au budget et qu'effectivement la principauté de Monaco accorde, ce qui me paraît d'ailleurs tout à fait logique quand on sait que ce centre de formation est un centre de très grande qualité, qu'il a formé des joueurs de football, notamment français, qui ont participé à de nombreuses épreuves et dont certains sont d'ailleurs devenus champions du monde.
hein. Je crois que la principauté de Monaco peut s'enorgueillir d'avoir ce centre de formation qui vraiment fait honneur, je crois, à la principauté de Monaco, hein. Dont certains étaient là ce week-end encore pour les 90 ans de l'ASM. Bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets donc ce chapitre 7 aux voix, puisque M. Pasquier a eu sa réponse. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Ce chapitre est donc adopté. Grande 3, manifestation. Chapitre 8, organisation, manifestation, 39 057 200 €. Monsieur Clérici. Vous demandez pourquoi, à la ligne 608-104, la subvention pour les épreuves sportives automobiles est passée de 18 millions en quelques années. Elle était, je crois, me souvenir, de 11 millions. Et on nous avait parlé d'augmentation, de négociation de droits. C'était exceptionnel à un moment de payer 18 millions, sauf que maintenant on paye toutes les années 18 millions. Alors que se passe-t-il avec cette organisation des épreuves automobiles? Est-ce que c'est lié aussi, peut-être, tous les 2 ans, il y a effectivement le Grand Prix historique, mais je crois que cette année, il n'y est pas. Donc, il n'y est pas, mais il y aura le prix électrique. Alors, c'est ça? Non, mais c'est qu'en réalité, chaque année, le Grand Prix coûte effectivement un certain montant et c'est renouvelé chaque année, hein. Le prix du plateau est le même. J'ai bien compris, sauf qu'on a augmenté d'un tiers. Et non. C'était 11 millions il y a quelques années. Ah non, il y a 5-6 ans, c'était... Pardon? Oui. Non, il n'y a pas eu de dérapage, comme vous semblez le sous-entendre. D'ailleurs, je ne remets pas en cause. C'est une progression je voudrais savoir. Continue. Depuis 6 ou 7 ans. Oui. Vous savez que ça a été renégocié. C'est ça, je vous demandais. Ça a été renégocié il y a 3 ans. Et je crois me souvenir, mais je ne garantis pas complètement les chiffres, que c'est autour de 14. Oui, c'est ça. C'est ça ce que je voulais vous demander. Qui est un prix dérisoire pour un Grand Prix. Oui, non, mais je n'avais pas compris. Je ne savais pas si c'était sur un an ou si c'était renégocié. Chaque année. Chaque année pour une durée. Alors, M. Boéry a réussi à avoir une durée et surtout un jour fixe. Surtout un jour fixe, enfin un week-end fixe. Jusqu'en 2021. Alors voilà, c'est ça. Je ne me souviens plus jusqu'où. Une information, c'est les droits ont été renégociés pour une période de 10 ans et le plateau est passé de 12 millions à 18 millions. Ah ben voilà, c'est une explication. 18 ben voilà, donc on a 18. Merci, Monsieur Ficini. Très bien. Une de vos casquettes. Oui, alors, si vous pouvez répéter, Monsieur Ficini. C'est passé de 12 à 18 millions. Le plateau de F1. Si tu veux avoir les 20 voitures sur le goudron, il faut que tu payes 18 millions. De rien. C'est pas cher. C'est pas cher, enfin c'est pas que c'est pas cher, c'est quand on regarde les retombées directes et indirectes, notamment sur l'image de la principauté, je crois que c'est même difficilement quantifiable. Je crois que c'est après le Tour de France l'événement le plus regardé à la télévision. Pour information, pour la complète information de mes collègues, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Grand Prix de Monaco, sur la saison F1, c'est le Grand Prix qui paye le moins cher le plateau. Et aujourd'hui, tous les Grands Prix sont à peu près alignés à 50 millions d'euros. 50 millions. Monsieur Boéry. Oui. Avec M. Piccinini. Avec M. Piccinini. À Londres. Et moi au téléphone ici. Monsieur Zara. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la question qui a été posée par Monsieur Barilaro, parce que je n'ai pas bien compris la réponse de Monsieur le conseiller pour l'Intérieur. Ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il y avait une personne parmi 3 qui aurait, en tant que subvention donnée par l'État, donc 16 de 8 fois plus. Et il voulait, je crois, savoir pourquoi. Il y a 3 skieurs qui ont fait les Jeux Olympiques, ou 2. Peut-être ne sont-ils pas tous au niveau. Ce qu'il a voulu, je crois, vous demander, c'est pourquoi une personne a 8 fois plus que les 2 autres. Non, mais je crois que c'est relativement simple. Tant mieux. Et non, mais ce qui est relativement simple, c'est que la somme qui est inscrite au budget que vous votez
est une somme qui correspond aux sommes votées les années précédentes. Il ne me semble pas qu'il y ait de raison particulière de diminuer la dotation en faveur de cet athlète, si vous voulez. En revanche, les autres athlètes qui entrent dans le système, avec je dirais, des dépenses de, comment dirais-je, de coaching qui sont ce qu'elles sont, aujourd'hui, effectivement, coûtent moins cher. Merci. Madame Amorati-Blanc sur ce sujet, je crois. Oui, donc je vais surenchérir aussi sur ce sujet. Il me semble qu'on avait eu à peu près les mêmes questions l'an dernier, et pour les mêmes athlètes. Donc, je me souviens, je veux dire, de vous avoir posé une question, je veux dire, en ce sens, sur la différence, justement, je veux dire, de budget en fonction des athlètes. À l'époque, tous les athlètes n'avaient pas fait les Jeux Olympiques, ce qui est le cas cette année. Donc, il me semble effectivement, comme le dit M. Barry-Laro et comme le dit M. Svara, qu'une fois qu'un athlète, je veux dire, a fait les Jeux Olympiques, je veux dire, il a droit, je veux dire, même s'il avait un budget, comme vous venez de dire, différent, je veux dire, à la base, ils devraient avoir tous le même budget, puisque c'est, je veux dire, des disciplines identiques. Donc, justement, pour ne pas faire de discrimination, il me semble que ce serait tout à fait logique que chaque athlète ait la même contribution. Ça peut effectivement paraître logique. Cela dit, sur la longue période à venir, il est probable effectivement que certains athlètes verront leur dotation diminuer, et pour cause, parce qu'on ne reste pas un athlète de haut niveau ou un vitam aeternam, et d'autres verront leur dotation monter. D'autre part, moi, je n'ai pas, à mon niveau, connaissance du fait que tel ou tel athlète qui a participé aux Jeux Olympiques d'hiver se soit vu brimé au niveau, je dirais, de son coaching et de sa préparation. Je n'ai pas ce sentiment, mais peut-être que vous avez des informations différentes. Je crois que nous avons des informations effectivement différentes. Et, je vous remercie de me les communiquer, si vous voulez bien. Mais je pense c'est toujours intéressant. Il est quand même important que chaque athlète, je veux dire, ait la même dotation, quand même, pour justement ne pas être discriminatoire. Donc on venait quand même. Oui, mais alors, Madame, je crois qu'il faut voir une chose. Les dotations qui sont attribuées le sont par l'intermédiaire du comité olympique. Moi, je ne m'occupe pas spécifiquement de tel ou tel entraîneur, de tel ou tel entraînement. Les dotations qui vous sont ici proposées correspondent aux demandes qui ont été formulées. Merci. Oui, Monsieur Ficini. Juste une précision pour les chiffres que j'ai annoncés tout à l'heure, parce que j'ai bien écouté monsieur le... Oui. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, on a du mal à se lever. Non, je vous en prie. Nous revenons sur le sujet du chapitre je 8 juste, du Grand Prix des épreuves sportives automobiles. Je voulais juste, parce que le ministre d'État a prononcé un chiffre de 14. Mais moi, quand j'ai annoncé de 12 à 18, il faut savoir que les Grands Prix se négocient en dollars. C'est pour votre réflexion. Voilà. Donc c'est le même chiffre. Oui, mais la différence... J'aurais pu me tromper, hein. La différence sur le montant que nous avons correspond aux différentes infrastructures qui sont montées, démontées, etc. Bien, donc sur... Madame Amorati-Blanc, je vous en prie. Ce n'est plus sur les athlètes, c'est justement sur le Grand Prix automobile, et je pense qu'il est très important effectivement de s'en servir comme d'une vitrine. C'est une publicité qui est très importante pour Monaco, comme vous le disiez, mon cher Président, je veux dire, qui est très regardée partout dans le monde, et je pense qu'il est quand même indispensable de laisser ce Grand Prix et de le doter de ce qui est nécessaire, surtout que nous venons d'apprendre que nous avons eu des négociations qui ont été extrêmement bien menées. Donc je vous remercie et je souhaite que justement, je veux dire, on continue à avoir le Grand Prix à Monaco pour le bien de nous tous. Voilà. Merci, Monsieur Burini. Non, je voulais savoir pour le Grand Prix, quand vous avez des sommes importantes comme ça en dollars qui sont récurrentes, vous vous couvrez à terme sur le risque de change en dollars parce que ou pas? La CM, oui. Il y avait eu d'ailleurs Non. Il y avait eu des sommes rendues. Oui. La CM, oui, c'est ce que je dis. Oui. Autonomic Club. Les sommes ne sont pas versées par nous directement à l'organisation internationale. C'est en fait l'Automobile Club qui, elle, effectivement, s'assure, bien sûr.
qui parfois... Non, mais selon le cours de change, je veux dire, la subvention de l'État peut être... Voilà. Il y avait eu des rétrocessions il y a 2 ans ou 3 ans, je crois, concernant une fluctuation du dollar importante. Et je voudrais également dire qu'au même titre que nous soutenons la sûreté, l'éducation nationale, le Grand Prix fait partie du patrimoine de Monaco. L'Automobile Club est rondement mené depuis de nombreuses années. C'est une épreuve absolument incontournable. Et Monsieur le Ministre, vous savez comme moi que l'Automobile Club aujourd'hui et ses dirigeants sont très préoccupés, notamment pour la pérennité de cette épreuve, du terrain de la Brasca, qui leur est absolument indispensable, notamment pour stocker beaucoup de choses pendant l'année, pendant la durée du Grand Prix. Et donc, je sais que vous êtes véritablement très concernés par cette négociation et qu'en 2018, il y a une échéance sur ce terrain de la Brasca. Et donc, le temps presse. Voilà. Merci. Je vous en prie, monsieur le conseiller. Simplement un petit détail. Le montant que vous votez est évidemment, comme tout montant, un montant prévisionnel. Le résultat est effectivement jamais exactement celui-là. Bon, pour des raisons que vous dites d'ailleurs, puisqu'il y a des sommes qui sont payées en dollars. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a, ce qui est souvent le cas, je dirais une économie faite par rapport à la subvention versée, en réalité, l'excédent est versé à un compte de dépôt qui permet de financer des travaux sur l'itinéraire du Grand Prix, si vous voulez. Je crois que c'est une sage précaution parce qu'il y a chaque année un certain nombre de travaux à réaliser. Une partie est prise en charge par l'Automobile Club, justement, grâce à des excédents et des économies qui sont faites. Une autre partie est prise en charge directement par l'État, et ce sont les services du département de l'équipement, comme vous le savez, par exemple, qui refont les enrobés, puisqu'un tiers du circuit est refait au niveau des enrobés chaque année. Absolument. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Je mets donc ce chapitre 8 aux voix s'il n'y a pas d'autres interventions. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Ce chapitre 8 est adopté. Grand 4, Industrie, Commerce, Tourisme. Chapitre 9, Aide Industrie, Commerce et Tourisme, 14 906 500 €. Merci. Y a-t-il des interventions sur ce chapitre? Monsieur Poirier. Excusez-moi, Monsieur le Président, est-ce que ça concerne les 2 sous-chapitres ou globalement? Ça concerne les 2 sous-chapitres, c'est-à-dire le sujet que vous voulez aborder sur les taxis, je crois. Absolument, monsieur. Voilà. Monsieur le Président, merci. Donc, sauf erreur de ma part, les inscriptions sur l'article 609-214, intervention économique, concernent la centrale de réservation des taxis. Pour avoir rencontré les nouveaux représentants de l'association des taxis avec certains de mes collègues et pour suivre aussi depuis le printemps dernier l'avancée de leurs déboires, tout cela motive mon intervention. En effet, la situation des taxis est très particulière car finalement, tous les acteurs concernés se plaignent. Les résidents qui attendent des heures, parfois l'hypothétique venue d'une voiture, les taxis eux-mêmes qui dénoncent à présent, et c'est nouveau, des dysfonctionnements dans la corporation, et enfin le gouvernement et plus particulièrement vos services, monsieur le conseiller aux finances, qui œuvrent pour mettre en place des règles et des outils pour apporter des solutions. Mais justement, ce qui pour moi change vraiment, c'est l'attitude du nouveau bureau, avec des personnes raisonnables, avec des propositions pleines de bon sens. Même si l'engagement financier du gouvernement est significatif, et je vous en remercie. Mais je ne vois pas comment vous pourrez faire l'impasse de l'implication active des taxis pour exprimer leurs besoins, pour vous faire des retours sur le rendu du développement informatique, et finalement faire que le système fonctionne et que tous les acteurs s'y retrouvent. Il est certain qu'il manque encore aujourd'hui des fonctionnalités. Tablettes qui tombent en panne, impossibilité aux téléacteurs de la centrale de réservation de prédire le délai pour aller chercher le client, manque de visibilité par les clients pour géolocaliser les taxis à proximité, alors qu'au même moment, l'ancien prestataire qui traitait le service à Monaco propose maintenant à Cannes et via un smartphone de réserver, localiser et régler la course d'un taxi. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi faut-il inventer un système propre à Monaco, ce qui prendra nécessairement du temps et aussi beaucoup d'argent, alors qu'un système clé en main semble exister et être utilisé ailleurs? De plus, les taxis ne peuvent pas être des donneurs d'ordre vis-à-vis de l'équipe informatique, puisque c'est vous qui êtes les contractants. Ils n'ont aucune visibilité sur les délais, sur la faisabilité de la demande. Et quand aurons-nous un système fiable? Car faut-il le rappeler, cela fait 8 mois que le système ne marche pas vraiment comme il devrait l'être. Après le développement informatique de la centrale, je voudrais revenir sur le cadre réglementaire. La licence des taxis est sujette à des conditions de présence des prises de course. Or, il semblerait que certains ne jouent pas le jeu. Ne semblez-vous pas que ce
sujet, là encore, vous devriez jouer votre rôle de garant, ne serait-ce que pour mettre un avertissement aux personnes qui ne respecteraient pas le cahier des charges. Cela aurait un double mérite, faire un rappel à l'ordre et crédibiliser la démarche du bureau et organiser au mieux la profession. Dernier point, et pour finir avec mon intervention, toujours sur le réglementaire et l'harmonisation des pratiques entre VTC et taxis, sur le territoire de la Principauté, bien sûr. Là encore, une idée de bon sens qui vient des taxis. Ne serait-il pas envisageable de demander aux hôteliers d'afficher le prix de la course à Monaco, aéroport de Nice par exemple, afin d'éviter tout dérapage dont les otages sont les touristes? Là encore, si vous visez une société dont l'État détient plus de 60% du capital, vous aurez réglé les 3/4 du problème. Est-ce que cela ne vaut pas le coup d'essayer? Maintenant, tout le monde ne souhaite pas ce dispositif et on sait très bien tous pourquoi. Alors, là encore, c'est peut-être l'heure avancée, mais à vous écouter, on a l'impression qu'on ne fait rien. Et c'est assez désespérant. Alors je vais vous répondre. On les voit, on les entend, on les rencontre. Donc je le redis à nouveau, nous avons, il n'y a pas plus de quelques semaines, reçu les représentants du bureau qui nous ont remis leur cahier de doléances concernant cette fameuse tablette et ce fameux système. Là encore, je souris intérieurement parce qu'extérieurement, j'ai un peu de mal. Le système d'avant, s'il était aussi parfait, s'il avait été aussi parfait, on n'en aurait pas changé. Alors comme souvent, l'herbe est plus verte ailleurs, elle est peut-être plus verte à Cannes qu'à Monaco, mais ce système qu'on nous vante aujourd'hui, il était tellement décrié avant qu'on a pris les mesures nécessaires au niveau du gouvernement pour changer de prestataire. Le prestataire, on l'a rencontré aussi suite à la remise du cahier des charges et des doléances des professionnels, et on a regardé une par une, parce que vous faites l'écho d'un certain nombre de mesures, et je vous remercie de ne pas les citer toutes. Mais elles sont nombreuses, et elles sont parfois non sollicitées. Tous les taxis ne peuvent pas à tout moment demander une modification qui leur irait à l'un ou à l'autre. Il faut là aussi qu'il y ait des règles et qu'il y ait une discipline. Donc les règles et la discipline, on l'a refixé à nouveau. Il faut que les demandes soient d'une manière ou d'une autre agréées au moins par le bureau de l'association. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des demandes isolées qui parviennent au prestataire, et sur les 90 taxis en circulation, si le prestataire reçoit 90 demandes différentes, je ne vois pas comment il pourra les traiter toutes. Donc il faut que là aussi il y ait un minimum de discipline. Il y a parfois des demandes qui parviennent directement de la part des taxis aux prestataires et d'autres qui transitent par la direction de l'expansion économique. Donc il a fallu que je fasse un rappel à l'ordre, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, pour demander que toutes les demandes transitent par la direction de l'expansion économique, puisque comme nous le rappelons, c'est l'État qui paye. Donc c'est logique que ce soit l'État qui décide si oui ou non telle ou telle requête fait du sens. Nous avons demandé en revanche, parce qu'il n'y a rien de mieux pour un prestataire que d'avoir ce qu'on appelle en anglais des quick wins. Donc on lui a dit qu'est-ce que c'est qui est facile à mettre en œuvre et qui est rapide. Donc on lui a dit voilà, il y a des choses qui sont peut-être plus compliquées à mettre en œuvre et il y en a qui sont sans doute relativement simples. Et donc il s'est engagé pour la fin de l'année de mettre en œuvre une demi-douzaine de mesures qui avaient été demandées et qui sont relativement simples et rapides à concrétiser. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des dysfonctionnements qui ont été constatés. Un grand nombre d'entre eux ont été remédiés. On entend dire aujourd'hui effectivement que le système de l'ancien prestataire est magnifique. On entendait dire à un an que sa centrale était catastrophique. Aujourd'hui, on a une centrale, puisqu'on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, alors parlons-en. La centrale reçoit plutôt un satisfecit assez général. Les gens sont installés à Monaco, connaissent Monaco, peuvent donner des renseignements que l'ancienne centrale ne pouvait pas donner. En revanche, il y a effectivement encore, au niveau du système lui-même, des améliorations à fournir. Et concernant les tarifs, il y a déjà eu des rappels qui ont été faits. Moi, je suis disposé à réécrire, vous mentionniez la SBM en évoquant la société dans laquelle nous sommes actionnaires, à hauteur d'un peu plus de 60%, mais il y a également d'autres hôtels en principauté auxquels nous avons écrit, et nous réécrirons pour que l'information soit la plus transparente possible vis-à-vis des usagers des taxis ou des VTC, parce que vous avez tout à fait raison de le souligner. Il faut là aussi dissiper les malentendus.
si certaines pratiques ont pu avoir cours par le passé ou qu'une surfacturation intervient ou est intervenue par rapport au prix réel de la course, et là on ne peut pas en vouloir ni aux taxis ni aux VTC qui subissent plutôt la situation qu'autre chose, il faut faire un rappel à l'ordre et je le referai bien volontiers auprès des établissements hôteliers concernés. Merci, Monsieur le conseiller. Je vous en prie, Monsieur Poirier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller, merci déjà pour votre réponse. Je voulais effectivement apporter quelques petites remarques. Vous avez commencé votre intervention en disant que c'est comme si je vous accusais d'avoir rien fait, et puis vous terminez en disant qu'en fait, beaucoup de choses ont été faites. Et je suis bien d'accord là-dessus. Et il y a quand même un élément important, et je pense qu'il faut qu'on soit clair tout autour de la table, c'est qu'il y a plusieurs choses. Le gouvernement n'est pas le seul acteur, puisqu'il y a un tiers qui va développer une application. Cette application étant découpée en une application informatique et une centrale. Donc c'est vraiment des choses complètement différentes. Autant l'ancien système, c'est la centrale qui était certainement en cause, puisque les gens ne connaissaient pas Monaco. Là, aujourd'hui, la centrale a un bon écho. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur également la demande de discipline. Et c'est là où je suis, encore une fois, tout à fait en phase. C'est bien là où il y a des choses à faire, et non pas dans votre rôle simplement d'État ou de payeur, mais aussi d'organiser les choses. Et je pense que là, vous avez des acteurs en face de vous, par le bureau des taxis, qui est prêt à faire avancer les choses avec vous. Je vous remercie en tout cas. Et merci de le souligner. Il y avait un aspect de votre intervention sur lequel j'avais omis de répondre, qui est les éventuelles sanctions. Et là encore, en association avec les représentants du bureau, nous allons prochainement convoquer certains des adhérents qui ne jouent pas le jeu. On sait qu'aujourd'hui, il y en a qui font beaucoup de courses et d'autres qui en font beaucoup moins. Alors après, l'analyse qu'on est en train de réaliser, il faut qu'elle soit objective. Dans certains cas de figure, on peut comprendre, je crois qu'il y avait des personnes qui étaient en maladie, ou il pouvait y avoir des personnes qui, pour une raison ou une autre, ne pouvaient pas assumer sur un laps de temps donné un certain nombre de courses. Donc on va prendre tout cela en compte. Mais que comme malheureusement dans toutes les professions, c'est un peu la règle des 80-20 ou du 90-10 qui s'applique, alors que beaucoup de professionnels, et je tiens à saluer leur engagement, jouent le jeu, travaillent, rendent un service de qualité. Certains ne jouent pas le jeu. Et donc c'est cela que nous allons convoquer prochainement, et en suivant bien évidemment les règles et les procédures en vigueur, sanctionner si cela s'avère nécessaire. Merci beaucoup, Monsieur Boisson. Monsieur le conseiller, depuis la dernière échange que nous avons eu à 1h20 du matin, vous avez été particulièrement à l'écoute. En séance privée. Ah, c'était une séance publique, budget rectificatif. Oui. Eh oui, 1h20. Et oui. Oh oui, je m'en souviens, parce que vous appuyez sur un fait évident. Vous appuyez sur le fait qu'il y avait des mécontentements. Et justement, nous avons reçu les représentants des taxis comme vous, et nous avons essayé de comprendre où est le fond de ce dysfonctionnement. Et c'est vrai que le problème fondamental, c'est lorsque des personnes demandent un taxi et qu'ils ne l'obtiennent pas. Pourquoi ? Parce que le chauffeur de taxi, par rapport au système, a la possibilité de ne pas valider l'appel. C'est aberrant. Imaginons quand on sort à l'aéroport de Roissy ou d'Orly, on ne choisit pas sa voiture, son taxi. On prend la première qu'il y a et le chauffeur ne choisit pas la course, il vous emmène là où vous demandez. Donc, tout simplement, il faudra peut-être que cette validation, et ils sont d'accord, ne soit plus possible. Ils prennent la course qui arrive. Et ce qui est intéressant, vous disiez, on ne va pas énumérer les mesures. Si, je pense que c'est intéressant pour le public qu'il sache que les représentants des taxis, on verra si ça va se faire, sont d'accord pour un certain nombre d'éléments. Ce problème de validation de courses, qui n'est pas normal, 250 courses par mois imposées, hein, je crois que vous allez dans ce sens-là. Vous l'avez dit, le problème des sanctions, hein, à la fois que vous les preniez, que également quand ils viennent non pas dénoncer, mais montrer le mauvais esprit d'un collègue, et bien que vous suiviez. Bon, il souhaitait le remplacement de la tablette par un matériel plus adapté, vous verrez plus tard. L'astreinte des week-ends, c'est important, ça aussi, que l'on puisse avoir des taxis minimum qui gèrent cela. Le forfait, hein, vous l'avez soulevé, ils sont d'accord pour que le forfait aéroport soit indiqué. Ils parlent de 90 €. Ils sont même d'accord pour qu'il y ait de nouveau un compteur dans la voiture. Il existe, il ne fonctionne plus. Voilà, ils sont même d'accord, nous disent-ils, pour une charte qualité.
qui pourrait résumer tout ça. Donc je crois, monsieur le conseiller, qu'au-delà de nos échanges, on va dans le bon sens, hein. Certains, les représentants sont favorables. Le président avec lequel nous travaillons dans ces commissions est vraiment à leur écoute. Nous, on a voulu simplement être une cour à la transmission. Nous savons que vous avez pris le sujet vraiment en main, que vous le suivez. Je crois que maintenant, on est confiant. Je suis sûr qu'au prochain budget primitif, nous n'aurons que de bonnes nouvelles. Merci, monsieur Tout Boissy. pour les utilisateurs. C'est vrai, c'est ça le principal. Eh oui. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre 9, s'il vous plaît? S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets donc ce chapitre aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Ce chapitre 9 est adopté. Ceci clôt la section des interventions publiques. Monsieur le secrétaire général, nous passons aux comptes spéciaux du Trésor, je crois. Numéro 80, compte d'opération monétaire. Dépenses 2 150 000 euros, recettes 4 400 000 euros. Merci. Y a-t-il des interventions sur ce chapitre? Il n'y a pas d'intervention. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Ce chapitre est adopté. Numéro 81, compte de commerce, dépenses 22 67 000 euros, recettes 11 934 000 euros. Merci. Y a-t-il des avis contraires ou des abstentions sur ce chapitre 81? Il est adopté. Numéro 82, compte produit régulièrement affecté. Dépenses 30 170 000 euros, recettes 28 117 000 euros. Merci. Y a-t-il des interventions? Chapitre 82, je le mets aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté. Numéro 83, compte d'avance. Dépenses 5 236 000 euros, recettes 5 179 000 euros. Merci. Je mets ce chapitre aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté. Numéro 84, compte de dépenses sur frais d'avance de l'État. Dépenses 4 50 500 euros, recettes 6 560 500 euros. Merci. Je mets ce chapitre aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté. Numéro 85, compte de prêt. Dépenses 3 640 000 euros, recettes 1 475 600 euros. Fait, je mets ce chapitre également aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est également adopté. Total général des comptes spéciaux du Trésor. Dépenses 67 313 500 euros, recettes 57 666 100 euros. Merci. Je mets cet état général aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté. Merci, mes chers collègues. Ceci clôture l'étude du budget primitif 2015 après ces 3 soirées. Je vous rappelle que nous nous retrouvons demain à 18h pour les explications de vote, en présence bien entendu du gouvernement. Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, ainsi que Monsieur Coll et Madame Rosa Brunetto et mes chers collègues et chers téléspectateurs courageux devant votre poste de télé, la séance est levée et je vous dis à demain.